ce mode opératoire pour que la plage. Voilà. Comme c'est bon? Vous me voyez là? Ok. À la une de l'actualité, la Côte d'Ivoire rend hommage aux victimes de Grand Bassam. Une semaine après l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à 19 personnes et blessé 33 autres, les Ivoiriens disent non au terrorisme, non à la violence, oui à la résistance et plus que jamais à l'unité. Ce dimanche, les rameaux précèdent la fête de Pâques, des messes solennelles dans toutes les paroisses. Les chrétiens portent des rameaux ou palmiers et font des processions, des marches vers la Pâque. Et puis cette série d'élections présidentielles sur le continent africain ce dimanche, second tour au Niger et au Bénin et premier tour au Congo-Brazzaville. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de 13 h. Dans le magazine de ce dimanche, nous allons revenir sur l'attaque de Grand Bassam. Fahiraman Rodrigue Koné, sociologue et spécialiste des questions de paix et de sécurité, est avec nous. Bonjour Monsieur Koné. Bonjour. Alors nous allons parler avec vous de l'approche citoyenne dans la politique sécuritaire en Côte d'Ivoire après les événements de Bassam. On se retrouve donc tout à l'heure. Nous sommes dimanche 20 mars, voilà une semaine, jour pour jour, que la ville de Grand Bassam a été attaquée. Des terroristes ont tiré pêle-mêle sur des personnes venues se détendre à la plage. 19 morts, une trentaine de blessés. Cérémonie nationale d'hommage aux victimes de Grand Bassam aujourd'hui 20 mars. La nation tout entière se mobilise, les Ivoiriens se souviennent, la Côte d'Ivoire reste debout.
Vous avez pu le voir en image, le chef de l'État était sur place à Grand-Bassam, comme des centaines d'Ivoiriens venir dire non au terrorisme et à la barbarie. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko lors de cet hommage national. Président, je voudrais vous exprimer nos admirations. En tant que chef suprême des armées, vous avez personnellement coordonné toutes les opérations dès que l'attaque a été déclenchée. Et les décisions que vous avez prises ont permis le dénouement rapide de cette situation difficile. Excellence, Monsieur le Président de la République, une fois encore, votre engagement et votre courage ont préservé la Côte d'Ivoire, notre beau pays, d'un désastre qui pouvait avoir de bien plus grandes conséquences humaines. Yako, Ifo à vous. Yako, Ifo à Madame la Première Dame. Yako, Ifo à toute la nation. Les terroristes veulent nous voler notre mode de vie. Ils veulent pratiquer l'exclusionnisme religieux. Ces soi-disant érudits veulent nous sanctionner en nous tuant. De quel islam se prévalent-ils, eux qui ont tué des musulmans? Car parmi les victimes, il y a de nombreux musulmans. Eux qui méprisent la vie humaine. Ce sont des terroristes, ce sont des criminels qui sont mus par le trafic des armes, le trafic de drogue et de tout trafic en tout genre. Quand on les appelle terroristes, ils se réjouissent parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont mus par le gain de l'argent. Ce sont des vulgaires criminels. C'est notre joie de vivre ensemble qu'ils ont voulu détruire. C'est notre diversité qu'ils ont voulu compromettre. C'est notre ouverture au monde qu'ils ont tenté de remettre en cause. C'est notre ardeur au travail qu'ils ont voulu freiner. Ce sont les lueurs d'espérance déversées sur notre pays, sur lequel ils veulent faire ombrage. C'est la construction d'une nation solide et unie qu'ils remettent en cause. C'est l'âme de notre pays qu'ils ont voulu corrompre. Mais nous restons debout. Voilà, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est exprimé lors de cet hommage à la nation. Et à la veille de cette date importante, les marques de soutien et d'appui à la Côte d'Ivoire continuent d'affluer du monde entier. Hier samedi, une délégation venue de la Guinée est allée témoigner au président Alassane Ouattara la compassion de la Guinée et de son peuple. À Ouattouré. La Guinée, pays frontalier qui entretient d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire, n'est pas resté insensible au drame survenu le dimanche 13 mars à Grand-Bassam. Raison pour laquelle le président guinéen Alpha Condé a dépêché ce samedi 19 mars en Côte d'Ivoire son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Abdoul Kabele Camara. Lui et sa délégation sont venus présenter les condoléances de la Guinée au président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien. Je suis porteur d'un message de Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, de son gouvernement et du peuple de Guinée, à l'endroit de Monsieur le Président de la République, son frère et ami, le président de la Côte d'Ivoire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. Message de soutien, de condoléances de tout le peuple de Guinée. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire nous concerne tous. C'est le même combat que nous devons mener dans notre sous-région, dans notre région de la CEDEAO et en Afrique et dans le monde entier. La Côte d'Ivoire n'est pas la seule visée. La Guinée aussi est visée.
Nous avons enregistré des victimes innocentes. La Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, a été meurtrie. Nous ne reculerons pas. Nous serons solidaires et nous travaillerons ensemble pour enrayer ce fléau. Nous sommes très affligés. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, m'a demandé d'exprimer tout son sentiment de compassion à monsieur le président de la République et au peuple de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre guinéen de l'Intérieur et de la Sécurité, les États de la sous-région doivent accentuer leur coopération afin de barrer la route à la menace terroriste. Le président sénégalais est également arrivé hier samedi en Côte d'Ivoire. Macky Sall est venu exprimer sa solidarité au président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien suite à cet attentat terroriste de dimanche dernier à Grand Bassam, à Ouattouré. C'est de Grand Bassam où il est allé s'incliner devant la mémoire des victimes de l'attaque terroriste que le président sénégalais Macky Sall s'est rendu à la résidence privée de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au nom du peuple sénégalais et de la CEDEAO dont il est le président en exercice, Macky Sall est venu soutenir la Côte d'Ivoire endeuillée par les terroristes dimanche dernier. Selon lui, la prompte réaction des autorités ivoiriennes lors de cette attaque est un modèle à suivre. Je suis venu vous apporter des condoléances attristées à la suite de ce lâche attentat qui a frappé le peuple ivoirien ainsi que les amis de la Côte d'Ivoire qui ont perdu la vie dans ces moments douloureux. Nous avons noté avec beaucoup de fierté votre réaction personnelle d'abord en tant que président de la République, chef suprême des armées, et aussi la prompte réaction de vos forces spéciales qui ont permis de limiter les dégâts et de neutraliser les assaillants. Je pense que c'est là un exemple qu'il faut citer et tous nos collègues doivent s'inspirer de cette expérience ivoirienne pour mettre à niveau nos forces spéciales, nos forces de défense et de sécurité pour parer à toute éventualité. Je crois également que nous devons dire à nos peuples, le peuple ivoirien a été résilient et a compris que dans ces moments, il faut faire face, il faut résister, puisque c'est notre mode de vie qui est visé et nous devons rester nous-mêmes, continuer à vivre notre vie tout en défendant, n'est-ce pas, les populations. Nous avons évoqué un certain nombre de questions liées à la sécurité sous-régionale et certainement en votre qualité de président en exercice de l'UEMOA et également au niveau de la CEDEAO, nous allons certainement prendre des mesures additionnelles en plus de ce que la Côte d'Ivoire elle-même est en train de mettre en œuvre. Cette visite du président sénégalais en Côte d'Ivoire est de nature à réconforter le peuple ivoirien en cette période d'épreuve, selon le président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le président Macky Sall, je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement sur Abidjan à la veille d'un scrutin référendaire au Sénégal, après plusieurs jours de campagne. Et nous apprécions beaucoup cette attention et ce soutien que vous venez nous apporter. Ce sont des moments difficiles et nous savons que tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire vous concerne personnellement et concerne le peuple sénégalais, le peuple ami et frère de la Côte d'Ivoire. Et c'est donc avec beaucoup d'émotion et beaucoup de gratitude que je vous reçois aujourd'hui. Le président Macky Sall a été l'un des premiers chefs d'État à avoir condamné fermement l'attentat terroriste de Grand Bassam et avoir appelé à l'union des États de la sous-région face à la menace terroriste. Tout juste avant cette rencontre avec son homologue ivoirien, le président Macky Sall s'est rendu à l'hôtel Étoile du Sud de Grand Bassam, un des 3 sites visés par cette attaque. Il s'est incliné devant la mémoire des victimes. Alexis Ouedraogo. Le président sénégalais Macky Sall a voulu lui aussi marcher dans les pas des victimes de l'attaque de Grand Bassam. Notre compassion au peuple ivoirien, qui est un peuple ami, frère, au président Alassane Ouattara, son gouvernement,
et dire que ce qui s'est passé à Grand Bassam, s'est passé avant dans d'autres capitales, à Bamako, à Ouagadougou, va certainement se poursuivre. Il faut que les gens soient résilients et qu'ils s'adaptent. La lutte doit être commune. Le chef de l'État sénégalais en a conscience. Déjà, chaque pays essaie à son niveau, à son échelle, de bâtir des stratégies et des synergies. Mais il faut créer les synergies communes en matière d'échange d'informations sur les personnes qui traversent les frontières et sur les informations contenues dans les différents pays. Si nous arrivons à bâtir ces synergies, c'est clair que les frontières seront mieux contrôlées et donc la prévention sera plus efficace. Macky Sall s'est incliné sur la mémoire des victimes. Il leur a déposé une gerbe de fleurs. Plus d'1 millier de personnes ont marché hier samedi à Bassam. Elles ont exprimé leur détermination à rester debout après le dimanche noir que le pays a vécu. Des images de cette marche contre le terrorisme avec Alexis Ouedraogo. Une marée humaine, unie et solidaire, marchant d'un même pas. Devant elle, les chefs coutumiers de Bassam pour ouvrir la voie et purifier la terre souillée par le sang. Ce samedi, Grand Bassam a pleuré ses morts, mais surtout crié à la vie. Hommes de culture, ministres, femmes, jeunes, vieux, sans distinction de religion ou de parti politique, ils sont venus dire non au terrorisme avec des appels à tenir ferme. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont commis cet acte criminel. Et je voudrais leur dire, moi aussi je suis musulman, moi aussi j'ai lu le Coran. Il est écrit, tu ne tueras point, parce que la vie humaine est chère à Allah. Ne cédez pas à la peur et à l'intimidation. Des messages qu'approuvent les marcheurs venus nombreux. On ne vit qu'une seule fois. Alors mon ami, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Bassam reste toujours debout. La Côte d'Ivoire reste toujours debout. Bassam est toujours debout. Il y a bien eu une attaque, mais nous n'allons pas croiser les bras. Il faut que tout le monde reprenne le travail, dans la confiance et dans l'espoir. Je suis venu marcher pour montrer que nous, les Bassamois, nous sommes forts, nous sommes toujours debout. C'est un sursaut national. Nous sommes ici pour montrer que nous restons debout, nous restons sereins et que ce ne sont pas ces barbaries d'une autre époque qui vont nous faire reculer. Des gerbes de fleurs ont été jetées à la mer pour le repos de l'âme des victimes. Voilà, les Ivoiriens ont marché pour dire non à la terreur à la veille de cette commémoration nationale en l'honneur des victimes de Grand Bassam. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement a visité le poste source d'électricité en construction dans la commune de Marcory. Le projet étant en partie financé par son institution, Ambroise Fayol est allé voir l'évolution des travaux. Lancine Bakayoko et Adama Kone. Au terme de sa visite du poste source en construction à Admabo, dans la commune de Marcory, le vice-président de la Banque européenne d'investissement BEI, Ambroise Fayol, a dit son adhésion à ce projet censé améliorer la qualité et la stabilité de la distribution de l'énergie en Côte d'Ivoire. Toutes ces actions-là qu'on fait ici à Abidjan, et ce site est un site superbe, mais aussi à Bouaké et à San Pedro, va permettre d'améliorer de manière significative la vie quotidienne de nombreux Ivoiriens. Et pour nous, c'est une très grande satisfaction de voir le développement de ce projet. Une grande satisfaction pour le devoir accompli, mais aussi un soulagement lié aux équipements existants. Un poste source très important qui nous permettra de décharger le poste de Bia, où nous avions eu beaucoup de surcharges et qui a créé très souvent de coupures dans la région d'Anoumabo, la zone 4, l'aéroport d'Abidjan, Port-Boué. Les travaux sont pratiquement terminés à 95%. Le prêt concédé à la Côte d'Ivoire par la Banque européenne d'investissement dans le cadre de l'appui au secteur énergétique s'élève à 77 milliards de francs CFA.
Le plan national de développement 2016-2020 pour le secteur routier prévoit des investissements de l'ordre de 3 500 milliards de nos francs. Selon l'agence de gestion des routes, cette somme va servir essentiellement pour des projets structurants. Il va s'agir d'améliorer les circuits économiques, booster le parc routier et relier les grandes capitales régionales. Lanciné Bakayoko et Adama Kone. 1000 milliards de francs CFA, c'est le montant des pertes occasionnées par le mauvais état des routes avec son corollaire de difficultés dans les circuits d'approvisionnement. Une problématique que le gouvernement veut régler à travers le volet routier du plan national de développement quinquennal. Plus d'une quarantaine de projets structurants sont inscrits au tableau. Dans Abidjan, le 5e pont, le pont à Auban, vers la Corniche, des échangeurs. Le premier qui va commencer, ça sera l'échangeur du carrefour Solibra dans le centre, la poursuite de l'autoroute vers Tébissou. La route Tébissou-Didiévic est en cours de travaux. On a parlé des projets de renforcement de toutes les routes anciennes qui vont être renforcées, donc remises à neuf. Au nord du pays, le tronçon Séguéla-Touba occupe une place prépondérante. C'est une route qui va se faire au cours du quinquennat. En tout cas, les travaux commenceront au cours du quinquennat. Fait partie donc de cette enveloppe globale de près de 3 500 milliards prévue pour le secteur routier entre 2016 et 2020. Ce tronçon qui va relier les deux capitales régionales, celles du Bafing et du Worodougou, passera par Sifié et Bianco. Dans la commune de Yopougon, à Abidjan, la route menant à l'Académie régionale de la mer va être réhabilitée. Nous avons un accord de principe du C2D, donc le contrat des endettements de développement, pour refaire cette route d'accès à l'Académie de la mer à Yopougon. À ce jour, la Côte d'Ivoire dispose de 82 000 km de routes, dont 10% sont bitumés. L'objectif est de remonter ce niveau à 20%. Quels sont les droits du consommateur ivoirien face à la hausse du prix de l'électricité? La Commission nationale des droits de l'homme a voulu répondre à cette question au cours d'un panel à l'occasion de la journée des droits des consommateurs. Elias Sadou et Mamadou Kwasi. Un panel des organisations de lutte et de protection des droits des consommateurs pour réfléchir sur la problématique de la hausse des prix de l'électricité. Une situation qui affecte considérablement les consommateurs. Trouver des voies et moyens pour inverser la tendance, c'est la tâche que se donne la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire en organisant un cadre. Ce panel nous a permis aussi, en prenant en compte les préoccupations des usagers, que beaucoup de choses restent à faire en termes d'information et de sensibilisation, de compréhension même de la politique énergétique en Côte d'Ivoire. Invité à ce panel, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en arrêt par la voix de Kwadio Bonnet, sous-directrice, a axé son exposé sur la procédure de saisine des techniques d'économie d'énergie. Quant à Yves Aka, représentant le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, il promet des négociations avec l'État. On va continuer ce travail-là en négociant, en discutant avec l'État de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse revoir cette décision d'augmentation du prix de l'électricité. Outre sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire veut aussi contribuer à tout ce qui peut favoriser et garantir l'épanouissement des citoyens ivoiriens. La fête de Rameau, elle est célébrée à une semaine de la fête de Pâques. Les chrétiens marquent ainsi l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Cette journée est marquée par des messes spéciales et aussi des processions avec des rameaux. Patricia Omoetia. Une procession joyeuse, ici dans les rues de la Riviera Bonoumé. La foule commémore l'entrée triomphale que fit Jésus à Jérusalem 6 jours avant la Pâque juive, soit 4 jours avant son arrestation et le début de la passion du Christ. Elle a donc lieu vers la fin du carême chrétien et se veut une reconstitution d'un événement précis. Le but est de faire revivre aux fidèles les temps forts des évangiles. Nous sommes tous contents d'accueillir le Christ qui rentre. Parce qu'il est mort pour nous. Et nous aussi, nous sommes morts avec lui. Parce que notre vieil homme est mort. Aussi, nous ressuscitons avec lui. Une fois la procession terminée, les rameaux sont bénis. La messe de la Passion peut alors commencer. Le dimanche des rameaux est donc l'occasion pour les chrétiens de se préparer à entrer dans la Semaine Sainte et à se diriger vers Pâques. Fuyons la violence et le dernier mot n'appartient pas à la violence, mais à la paix et à ceux et celles qui font la paix. Voilà le sens profond de cette fête des rameaux. Aujourd'hui encore, la fête des rameaux attire les foules.
Ces palmes et rameaux d'olivier sont conservés chez soi jusqu'à l'année prochaine. Élection présidentielle au Bénin. À l'affiche de ce second tour, le Premier ministre sortant Lionel Zinsou et l'homme d'affaires Patrice Talon. Les Béninois vont devoir les départager pour choisir qui va succéder au chef de l'État Thomas Boni Yayi, qui se retire après 2 mandats conformément à la Constitution. 7e édition de l'exercice interallié dénommé Obangam 2016. Cet exercice militaire s'inscrit dans le cadre de la plateforme de coopération du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Il fait la promotion de la coopération régionale entre toutes les marines du golfe de Guinée. Abou Sanogo. Il s'agit de la 7e édition de l'exercice interallié dénommé Obangame 2016. C'est un exercice qui a pour but de promouvoir l'importance de la coopération régionale entre toutes les marines du golfe de Guinée. La marine nationale ivoirienne, qui est au centre de cette activité, va mobiliser ses moyens navals, notamment les patrouilleurs l'émergence, le bouclier, le Secongo. 4 embarcations et 2 vedettes semi-rigides, ses équipes de visite et son centre opérationnel marine. Des scénarios seront montés en haute mer pour optimiser les marines ouest-africaines dans la stratégie de lutte contre la piraterie maritime, la chasse des navires pirates, le sauvetage en mer et la lutte contre la pollution maritime. Au lancement de la 7e édition à la base navale d'Abidjan, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, a annoncé l'engagement d'un hélicoptère militaire de l'ONUCI, des moyens de force aérienne, de la direction des aquacultures et des pêches. Il est bon de noter la convergence de vues communes avec les pays amis et partenaires concernant la stratégie de l'action de l'État en mer. En effet, cette stratégie vise concrètement à organiser l'action des différentes administrations compétentes en mer pour conduire dans un esprit de mutualisation des missions relatives à la sûreté et à la sécurité maritime. L'exercice interallié Obangame 2016 vise également l'évaluation des capacités opérationnelles de la Marine nationale et de ses partenaires nationaux en matière de lutte contre les activités illicites en mer. Bienvenue dans le magazine de ce dimanche. Comment les citoyens de Côte d'Ivoire peuvent-ils apporter leur appui à la politique sécuritaire du pays après les événements de Grand Bassam? Quelle forme peut prendre leur collaboration avec les forces de l'ordre? Fayraman Rodrigue Koné, sociologue et spécialiste des questions de paix et de sécurité, est avec nous pour répondre à ces questions. Bonjour Fayraman Koné. Bonjour Fofana. Alors, quelle analyse est-ce que vous pouvez faire de cette attaque de Grand Bassam? Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle été ciblée? Est-ce que c'est parce que le pays lutte contre le terrorisme? Bon, officiellement, c'est, je dirais, la raison qu'a avancé le groupe qui a commis ces événements tragiques, prétextant que la Côte d'Ivoire est un acteur ou un soutien important de la lutte contre le terrorisme. Mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à cette raison. Il y en a plusieurs, mais on peut peut-être en citer 2. D'abord, il faut comprendre un peu la stratégie du djihadisme dans la sous-région ouest africaine. Depuis 2013, où il y a eu le lancement de l'opération Barkhane, qui est la suite de l'opération Serval dans le nord Mali pour lutter contre les groupes djihadistes, ces groupes-là sont véritablement harcelés, traqués militairement, et ils redéploient leur stratégie en essayant d'enraciner un peu leurs actions dans des zones non encore conquises. Et je dirais, la Côte d'Ivoire, c'est un pays côtier et un pays important de la sous-région, a donc été l'une de leurs cibles. Mais je pense que c'est une stratégie aussi communicationnelle choisie, la Côte d'Ivoire. On pourrait dire que la Côte d'Ivoire en griffe représente pour eux une cible idéale dans la mesure où, en termes, c'est un pays qui sort de crise, mais qui a développé toute une stratégie de reconstruction économique avec des résultats macroéconomiques assez intéressants. Et donc, cette vitrine de développement dans la sous-région, avec un pays qui est, au point de vue diversité sociologique, culturel très divers, donc qui peut être un écho très favorable ou qui peut permettre de donner une certaine visibilité, je dirais, à ce type d'action un peu partout dans le monde.
Donc en partant, en frappant en Côte d'Ivoire, surtout pas loin d'Abidjan, on donne un écho international. Et c'est là qu'il faut voir que dans cette action de ces terroristes, il y a un besoin de reconnaissance. Un besoin de reconnaissance de leur mouvement, mais aussi une stratégie d'extension, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certes AQMI, mais il y a aussi l'État islamique avec Boko Haram. Donc il y a une sorte de stratégie de sanctuarisation de ces zones-là qui permet d'expliquer un peu pourquoi la Côte d'Ivoire a été l'une des cibles les plus favorables de ces actions-là. Alors pourquoi avoir choisi de frapper sur une plage? Est-ce que c'est symbolique? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ah oui, mais bien sûr, je dirais, j'ai parlé de stratégie communicationnelle, mais dans la logique du terrorisme, c'est la logique de la peur. Et cette logique de la peur, on sème la mort là où on célèbre aussi la vie. La plage, c'est un espace de joie, c'est un espace de liberté, c'est un espace, je dirais, d'aisance. Et c'est un espace en un mot de vie. Et en sémant la mort, là, ça donne un écho plus fort. Et la stratégie, c'est de rendre plus spectaculaire et plus violent, toucher le conscient collectif des Ivoiriens et leur faire peur. Je pense que c'est l'une des armes majeures du terrorisme et je pense qu'on ne doit pas céder à celle-là. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi la plage est un endroit facilement accessible, plus facile en tout cas que des hôtels ou de grands lieux où des dispositifs sécuritaires sont plus déployés? Oui, on peut le dire, mais ce n'était pas non plus un espace assez facile en termes sécuritaires. Quand vous connaissez bien la plage de Bassam, là où les actions ont été menées, vous voyez, il y a un seul pont qui passe avant le quartier France qui rentre sur cette plage. Et il y a donc la lagune, je pense qu'un fleuve qui est aux alentours. Ce n'est pas aussi facile d'accéder. Mais la stratégie, c'était de communiquer dans un endroit populaire, de donner beaucoup plus, je dirais, d'écho à l'action et de faire reconnaître ce groupe-là, tout en déployant un peu, marquant son terrain dans la région ouest africaine. Alors, la police nationale, appuyée par le Centre de coordination des décisions opérationnelles, a lancé une importante opération de sécurisation. Le but étant de prévenir toute action de terrorisme. Nous allons suivre ce reportage signé Abou Sanogo et se retrouver tout de suite après. Ce rassemblement marque le début d'une vaste opération de sécurisation du district d'Abidjan. Le dispositif est composé d'éléments de la préfecture de police, de la direction de la police criminelle, de la direction de l'unité d'intervention appuyée par les centres de coordination des décisions opérationnelles CCDO est lancé. Première étape, le marché des petits ruminants à Port-Boué, non loin de l'abattoir. Mission, fouiller tout endroit suspect, rechercher des objets et documents compromettants et empêcher que des individus susceptibles d'être des bandits puissent sortir de leur champ d'action. Sacs, tables, box et magasins, de même que les étalages. Aucun détail n'est négligé. Plus loin, des effets appartenant au service civique sont saisis. Des individus sont interpellés. Pendant ce temps, une autre équipe balise le secteur et le long des rails, à partir du cimetière jusqu'au carrefour Akwaba. L'opération permet également d'interpeller 42 individus, dont une dame. À nos concitoyens, il n'y a vraiment pas lieu de paniquer. Au contraire, on devait se réjouir de la présence des forces de l'ordre à leur côté. C'est des opérations qui vont se poursuivre dans le temps. Toutes les fois qu'ils nous verront, s'ils ont des informations à nous communiquer, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Que ce soit pendant les opérations ou en dehors des opérations. Après la commune de Port-Boué, cette opération va se poursuivre dans les autres communes du district d'Abidjan. Nous venons de le voir, des opérations de sécurisation sont en cours. Le système sécuritaire est renforcé dans le pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cela est suffisant pour être à l'abri du terrorisme? Il faut reconnaître que les autorités politiques et sécuritaires ont mené une action assez vigoureuse et qui montre qu'il y avait une sorte, je pourrais dire, d'ajustement du système sécuritaire par rapport à cette nouvelle menace qu'est le djihadisme. Sinon, il n'y aurait pas eu d'attentats déjoués et Dieu merci, nous n'avons pas eu plus de victimes, pas une réaction très rapide. Donc, il y a une certaine efficacité des forces de sécurité. Toutefois,
il est important d'envisager l'approche sécuritaire un peu sous un angle de plus en plus communautaire et citoyen, je dirais, vu un peu à la menace sécuritaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une approche citoyenne et communautaire de la sécurité? C'est beaucoup plus, si vous voulez, une co-responsabilité des citoyens et des gouvernants dans l'approche sécuritaire, dans les actions sécuritaires. La sécurité ne doit pas être vue uniquement comme en charge des militaires, des policiers, de la gendarmerie, mais aussi nous, citoyens, chaque citoyen doit être conscient de cette responsabilité qu'il a dans l'action sécuritaire, de sorte à pouvoir maximiser la sécurité face à des menaces de cette forme-là. Alors dans ce cas-là, M. Koné, quels sont les points autour desquels cette approche peut se construire? Qu'est-ce que le citoyen peut faire concrètement? D'abord, il faut comprendre pourquoi il faut cette approche sécuritaire, parce que la nature de l'action terroriste se construit sur un discours radical religieux qui s'enracine dans des espaces communautaires. Les graines du djihadisme sont plantées dans des communautés à travers des réseaux informels, ainsi de suite. Et qui plus que les membres d'un quartier ou les habitants d'un quartier, d'un village, d'une communauté, savent les mouvements des personnes, savent un peu les logiques qui se développent dans l'espace. Ce sont ces acteurs locaux-là. Donc, il est important qu'ils puissent entrer dans le système sécuritaire, qu'ils puissent jouer un rôle. Les points autour desquels on pourrait peut-être déconstruire ou bien, je dirais, situer un peu cette responsabilité sécuritaire, je pourrais dire, d'abord, il est important pour chaque citoyen de fuir l'ignorance je pourrais dire, du djihadisme. C'est une menace qui est pratiquement universelle, qui est maintenant, avant on le voyait loin de nous, mais elle est maintenant avec nous. Il faut la connaître. Ça, c'est la première stratégie, parce que quand vous ne la connaissez pas, vous pouvez facilement faire des amalgames. Par exemple, certains pensent que le djihadisme, c'est un peu l'islam. Non, ça n'a rien à voir, parce que ces acteurs n'ont pas de projet, effectivement, religieux assez clair, même en termes de politique étatique, de visée révolutionnaire, de révolutionner les États tels qu'ils se présentent aujourd'hui. Et ils n'ont pas cette capacité à définir un discours assez clair et, je dirais, assez cohérent pour convaincre. Là où, en griffe, des islamistes ont pris le pouvoir, ça n'a pas toujours été une réussite totale. D'autre part, il faut se rendre compte que derrière cette rhétorique religieuse radicale, il y a aussi des stratégies, je dirais, politiques et économiques. Les djihadistes se connectent à des réseaux illicites de vente d'armes, de vente de drogue, d'enlèvement d'enfants, ainsi de suite, de personnes, pour pouvoir, je dirais, développer leurs activités. Dans ce cas, ça n'a rien du tout de religieux. Donc, il faut comprendre ça, ne pas faire des amalgames. C'est important pour une société telle que la nôtre, qui vient de sortir de crise et qui a certaines fragilités et qui peut, le discours religieux peut être instrumentalisable. Donc, en tant que citoyen, en tant que leader communautaire, chef religieux, on doit comprendre déjà comment se déploie le djihadisme. Je dirais que c'est un premier point. Un second point, c'est, je dirais, être attentif un peu aux changements qui se passent dans notre environnement. Parce que ces changements, je vous ai dit que le djihadisme, ou je dirais ceux qui sont promoteurs de cette idéologie, développent une stratégie de recrutement au niveau local. Donc, et si vous remarquez bien, dans les attentats qui se font avec Boko Haram, on utilise des enfants de 8-9 ans, des femmes. Avant, c'était des personnes, des hommes adultes qu'on utilisait, mais on a redéployé la stratégie. Donc, tout le monde est mobilisé. Dans les attentats du Radisson Blu au Mali, on a remarqué que les djihadistes, ils avaient 15 ans, 12 ans, c'était des personnes très jeunes, tout comme au Burkina et aussi dans notre cas. Donc, c'est dire que les jeunes sont une cible et les parents doivent être attentifs. Et des processus de radicalisation peuvent se faire. Et ça peut se détecter dans le changement du discours que les jeunes ont vis-à-vis de ces mouvements qui développent une rhétorique qui soutient plus ou moins ce type d'action, ou bien encore des personnes qui se coupent totalement de la famille ou qui se renferment sur eux-mêmes. Donc ça, c'est autant de signes. Donc les parents eux-mêmes doivent être vigilants. Parce que les enfants sont traversés par des crises également, souvent identitaires, et donc ils peuvent être facilement recrutés. Donc il y a une responsabilité également parentale.
Troisième élément qui nous paraît être important, c'est au niveau même des leaders communautaires et religieux. Il est important de surveiller en griffe, hein, sans non plus tomber dans la paranoïa, mais il est important d'être plus regardant. Vous savez, les djihadistes procèdent, comme je l'ai dit, par ancrage local. Et ils arrivent dans une situation économique difficile. Ils peuvent faire des investissements en donnant de l'eau là où il n'y a pas de l'eau, en créant souvent, je dirais, des écoles, en payant, en achetant les produits économiques des populations à souvent 3 fois, 4 fois le prix. Ils prennent en sympathie d'abord les acteurs locaux. Ils peuvent passer par des activités économiques aussi informelles. En griffe, par exemple, leur paillage clandestin qui peuvent se développer, ils peuvent venir avec beaucoup d'argent, mais par ces stratégies, ils peuvent faire passer des candidats aux djihadistes, ou ils peuvent recruter des candidats aux djihadistes. Donc, les leaders religieux et les leaders communautaires doivent être vigilants un peu de voir qui passe. Il faut savoir exactement qui est sur votre territoire, qu'est-ce qu'il fait. Et j'allais l'oublier, au niveau des citoyens, il faut être, je dirais, collaboratif avec les forces sécuritaires. Il faut changer notre perception de la police, de la gendarmerie. C'est vrai qu'elle a elle-même un travail à faire pour créer ce ancrage, ce lien-là entre la population et eux, mais il faut que les populations se rendent compte que la police, la gendarmerie, l'armée doit être un partenaire dans cette lutte contre le terrorisme. Ça doit être des partenaires, un partenaire important. D'accord, mais vous avez parlé tout à l'heure des indices pour les leaders religieux, pour les leaders communautaires et puis pour les parents aussi. Mais pour le citoyen lambda, comment il peut savoir qu'un tel ou un tel pourrait constituer une menace? Est-ce qu'il y a un profil type du terroriste pour ne pas tomber dans la délation, par exemple? Non, c'est difficile de définir un profil type, mais je vous ai donné quelques indicateurs par rapport au discours et voilà, à certains changements de comportementaux qu'on puisse observer hein, dans la manière dont les gens se comportent. Donc, et ce n'est pas toujours évident. Mais si vous avez des soupçons, il faut collaborer avec les forces de police. Il faut le signaler. On ne va pas non plus tomber dans la délation, dans la paranoïa, mais il reste important qu'on doit être vigilant. Il y a un après 13 mars. La Côte d'Ivoire a été frappée par le terrorisme. Et nous n'avons plus à avoir peur, c'est essayer avec nous. Donc, il faut changer, muter ce rapport à la sécurité. Et je pense qu'il y a un autre élément qui est important aussi à souligner, c'est la mobilisation des acteurs importants aussi dans la société, par exemple les acteurs de la société civile ou encore les centres de recherche qui doivent de plus en plus inscrire dans leur agenda cette menace sécuritaire comme priorité de leurs actions, soit en termes de recherche, soit en termes de sensibilisation des populations. Les responsables de la société civile ont véritablement un rôle majeur à jouer. Et dernier point qui pour moi est le plus important, ou du moins je vous ai dit que les djihadistes sont frappés à la plage parce qu'ils voulaient faire peur. Et il ne faut pas céder à la peur. Et ça, c'est le message essentiel qu'il faut véritablement retenir. La société ivoirienne a, je dirais, cet avantage comparatif. On est une société qui, culturellement, développe une capacité de résilience vis-à-vis des événements les plus sérieux. On a cette capacité à tourner un peu aussi en dérision ce qui est un peu sérieux. On peut dire que ça peut friser en griffe à de l'inconscience. Non, mais c'est un mécanisme de résilience important. Tout en gardant son humour, sa bonne humeur, il faut être aussi vigilant, mais il ne faut vraiment pas céder à la peur. Et tel qu'on a pris ces événements, nous avons vu beaucoup de caricatures sur les réseaux sociaux qui tournent véritablement en dérision un peu ce phénomène. Et ça, c'est une arme importante de lutte contre le terrorisme chez les citoyens. D'accord, vous l'avez dit, il ne faut pas céder à la peur, il faut être résistant, mais en tout cas, il faut aussi être vigilant, parce que ne pas céder à la peur, ça ne veut pas dire aussi d'être insouciant face à cela. Tout à fait. Il ne faut pas être insouciant, c'est pourquoi je dis qu'il faut avoir des réflexes de communication, d'approche des forces de sécurité en cas de soupçon, et être regardant aussi par rapport aux changements comportementaux de nos enfants, directement liés au discours religieux, bien sûr. Au discours du radicalisme. Alors la Côte d'Ivoire est un pays multiculturel, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que dans cette attaque de Grand Bassam, ce n'était pas aussi une façon de toucher un peu tous ces pays de la sous-région en un seul coup? Tout à fait. Comme je l'ai dit, c'est une cible idéale parce que ça donnerait un écho à la fois sous-régional, mais aussi à la fois international. C'est un vecteur
de communication assez important. Merci, M. Faïraman Rodrigue Koné. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions de paix et de sécurité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous allons nous retrouver au Bénin, où l'actualité aujourd'hui est l'élection présidentielle. À l'affiche de ce second tour, le Premier ministre sortant Lionel Zinsou et l'homme d'affaires Patrice Talon. Les Béninois vont devoir les départager pour choisir qui va succéder au chef de l'État sortant, Thomas Boni Yahi. Et Gabriel Zani est notre envoyé spécial sur place au Bénin. Nous allons la retrouver pour savoir comment les choses se passent aujourd'hui, jour d'élection. Les Béninois votent pour la deuxième fois ce dimanche 20 mars pour élire un nouveau président de la République. Mais cette fois-ci, ils devront choisir entre le Premier ministre Lionel Zinsou et l'homme d'affaires Patrice Talon. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 7 h, heure officielle du début des opérations de vote. Nous avons visité 3 centres de vote dans lesquels se trouvent 12 bureaux. Nous avons constaté que l'affluence des électeurs varie d'un point de vote à un autre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons également rencontré des observateurs de la société civile, des membres des organisations syndicales et de la Cour constitutionnelle. On peut le dire pour ce deuxième tour que la Sénat, la Commission électorale nationale autonome chargée d'organiser ce scrutin, a pris toutes les dispositions pour garantir un scrutin serein et crédible, comme ce fut le cas au premier tour. Merci Gabriel Zani, envoyé spécial au Bénin. Il faut aussi signaler qu'au Niger, l'élection présidentielle est à son second tour et au Congo-Brazzaville, c'est le premier tour. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous allons revenir sur ce qui fait l'actualité au niveau national. Ce dimanche 20 mars, voilà une semaine jour pour jour que la ville de Grand-Bassam a été attaquée. Des terroristes ont tiré sur des personnes venues se détendre à la plage. 19 morts, 33 blessés. Cérémonie nationale d'hommage donc aux victimes de Grand-Bassam ce 20 mars. La nation toute entière a été mobilisée. Les Ivoiriens se souviennent, la Côte d'Ivoire reste debout. Voilà, merci à tous de rester avec nous sur RTI1.